Salut! Est-ce que tu as vu le nouveau garçon dans notre classe? Allen? Oui, mais je ne lui ai pas beaucoup parlé. Il me semble un peu timide. Je crois qu'il est atteint d'un syndrome neurologique qui s'appelle le syndrome de dysfonction non-verbale. Mais en fait, que nous enseignent les neurosciences sur le syndrome de dysfonction non-verbale? Passons ensemble en revue le syndrome de dysfonction non-verbale. L'identification de ce syndrome est encore très récente. Johnson et Michael Post l'ont identifié pour une première fois en 1967. On y incluait alors un ensemble de déficits non-verbaux reliés à l'apprentissage. Par exemple, jouer de la musique, suivre un rythme, interpréter des productions artistiques, des difficultés en maths et des difficultés à interpréter le langage non-verbal. Il aura fallu attendre en 1978 pour qu'une première étude comparative soit publiée, puis en 1980 pour qu'un guide pédagogique à l'intention des enseignants voit le jour. Malheureusement, il n'est ni reconnu par le ministère de l'Éducation, ni reconnu par le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Ce syndrome touche autant les filles que les garçons. On essaie de le diagnostiquer le plus tôt possible pour pouvoir venir en aide à la personne, mais il touche l'enfant comme l'adulte. La symptomatologie du SDNV est présentée sous forme de 3 déficits. Le premier, il y a perturbation des habiletés visio-spatiales. Le second, déficit attentionnel pour les stimuli visuels et tactiles. Et le dernier, c'est un désordre à divers degrés, donc au sujet de la conduite et comportements sociaux de l'enfant ou de l'adulte. Il est parfois difficile de déterminer si une personne est touchée par un SDNV. Pour ce faire, on va vraiment miser sur les capacités visio-spatiales. On se rend souvent compte que l'individu a un potentiel de langage très bon, donc il va être très volubile. Par contre, son raisonnement visio-spatial va être limité. La personne va avoir également des difficultés à utiliser sa mémoire de travail. Les stimuli visuels et tactiles. On remarque souvent que les enfants atteints du SDNV ont la difficulté à mémoriser des informations qui vont être vues. Donc, on essaie de contrer en utilisant, exemple, l'entrée du tactile, mais elle aussi est problématique pour l'enfant. Malheureusement, on se rend compte que le déficit s'accroît avec l'âge. Donc, par la suite, au niveau des conduites et des comportements sociaux, on se rend compte que la personne a souvent des difficultés à décoder le langage corporel et gestuel. Et par la suite, il pourrait avoir des mauvaises interprétations, puis mener à des actes compulsifs. Les critères suivants sont des critères diagnostiques basés sur une revue systématique, une capacité visio-spatiale limitée, un quotient intellectuel de la parole plus grand qu'un quotient intellectuel de la performance, une habileté verbale plus développée que la moyenne, des difficultés en mathématiques, mais pas en lecture, et une coordination motrice altérée. Maintenant, nous allons aborder l'aspect neurologique du syndrome de dysfonction non-verbale. Le syndrome de dysfonction non-verbale est largement accepté dans la communauté scientifique comme étant un syndrome de l'hémisphère droit. Si on regarde la neuroanatomie du cerveau humain, la matière blanche est située sous la matière grise et entoure les ganglions de la base. Elle comprend aussi les axones des neurones. D'après plusieurs scientifiques, dont Brian Rourke, ce seraient les lésions de la substance blanche et sa démyélinisation qui contribueraient à la dysfonction non-verbale. Au cours des 2 dernières décennies, de nombreuses preuves neurophysiologiques soutiennent l'idée que la matière blanche serait surreprésentée par rapport à la matière grise dans l'hémisphère cérébral droit d'une personne ayant le syndrome. Les lésions de la substance blanche sont étroitement liées à une variété de troubles neurocognitifs, comme les troubles neurocomportementaux et psychosociaux, y compris les capacités visio-spatiales, l'intégration visio-motrice et bien d'autres caractéristiques qui s'associent aussi au syndrome de dysfonction non-verbale. C'est un trouble qui a été associé à une variété de traumatismes du système nerveux central, notamment les lésions cérébrales traumatiques modérées à graves, les lésions de l'hémisphère cérébral droit, l'hydrocéphalie non traitée qui est en fait l'accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans les ventricules du cerveau, la leucémie lymphocytaire aiguë,
et l'agénésie congénitale du corps calleux, donc l'absence de formation du corps calleux. Et voilà pour l'aspect neurologique. Pour cette partie de la vidéo, je vais présenter les similitudes entre le syndrome d'Asperger et le syndrome de dysfonction non verbale. Ces deux syndromes ont des origines différentes malgré certaines similitudes entre les comportements des personnes atteintes. Le syndrome d'Asperger a une origine inconnue, alors que le syndrome de dysfonction non verbale a une origine neurologique. Ces deux syndromes ont aussi une classification différente, car le syndrome d'Asperger est un trouble envahissant du développement classé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, alors que le syndrome de dysfonction non verbale est connu comme un trouble d'apprentissage et n'est classé dans aucun manuel. Passons maintenant aux similitudes entre les deux syndromes. Pour débuter, l'âge d'apparition du syndrome est le même pour les deux syndromes, donc souvent émis en début de scolarité. Si on parle maintenant des habiletés cognitives, les personnes atteintes ont en général des capacités intellectuelles dans la moyenne, mais ont souvent de la difficulté à appliquer leurs connaissances à d'autres situations. Les interactions sociales sont souvent plus difficiles pour ces personnes, car ils peinent à soutenir le contact visuel, ont un mauvais jugement social, ne comprennent pas quand quelqu'un se moque d'eux, ont de la difficulté à maintenir une discussion et préfèrent souvent la compagnie des adultes. Pour ce qui est de la communication expressive, ils n'ont aucune difficulté apparente et s'expriment généralement très bien. Pour ce qui est de la communication réceptive, les personnes atteintes de ce syndrome ont souvent plus de misère à utiliser le non-verbal, à comprendre l'humour, le sarcasme ou encore le non-verbal des gens qui les entourent. De plus, ils croient souvent tout ce qu'on leur dit et prennent tout au pied de la lettre. Sur le plan affectif, on remarque des personnes avec une mauvaise estime de soi et malheureusement fréquemment de la dépression ou encore de l'anxiété à l'adolescence. Si on parle maintenant des comparaisons avec le syndrome de dysfonction non verbale et les troubles verbales, comme la dyslexie, on peut remarquer que malgré certains troubles d'apprentissage, beaucoup d'enfants atteints d'un trouble du langage n'ont pas de problème du côté des interactions sociales, comme on peut le voir avec le syndrome de dysfonction non verbale. Le syndrome de dysfonction non verbale peut aussi être mis en lien avec d'autres traumatismes du système nerveux central, comme une lésion cérébrale traumatique, de l'hydroencéphalie, de la leucémie ou encore des lésions de l'hémisphère cérébral droit qui sont souvent associées au syndrome. Selon certaines recherches sur le syndrome de dysfonction non verbale, les personnes qui en sont atteintes auraient des difficultés dans la perception de l'humour. Les enfants ayant des troubles d'apprentissage non-verbaux sont décrits comme ayant des problèmes de perception sociale. Ils sembleraient relativement incapables de comprendre leur environnement social ainsi que leur propre comportement. Ils auraient des difficultés avec la reconnaissance faciale et un faible développement de l'empathie. Tous ces éléments peuvent interférer avec la perception du cadre ludique et l'engagement dans la complicité émotionnelle nécessaire pour vivre l'humour. Ce sont des zones dites de déficience chez les enfants atteints du syndrome de dysfonction non verbale. Elles peuvent contribuer à des difficultés de compréhension de l'humour, et cela est encore plus vrai quand l'humour devient plus subtil. Selon Semrod, Klickman et Glass, il est discuté que les compétences perceptives effectives utilisées dans les interactions sociales sont déficientes chez les personnes atteintes du syndrome de dysfonction non verbale. Ces compétences comprennent la capacité d'interpréter les expressions faciales, le langage corporel et l'inflexion vocale ou la prosodie. Compte tenu des principales difficultés de reconnaissance de l'expression faciale et de la réception de la prosodie, il est raisonnable d'interférer une perturbation dans le développement de l'attachement et de la réciprocité didactique qui constituent les prémices de l'interaction sociale. Un autre problème qui semble être observé chez les personnes atteintes du syndrome de dysfonction non verbale est la difficulté en mathématiques. En effet, selon Semrod, Klickman et Glass, les difficultés de perception précise des stimuli visuels et spatiaux sont des raisons qui entraînent des problèmes en mathématiques chez les personnes atteintes du syndrome de dysfonction non verbale. Ces problèmes seraient plus particulièrement dans le traitement du stimuli nouveau et complexe, et également dans l'interprétation de parties individuelles comme un tout intégré. D'autres déficits peuvent expliquer ces problèmes rencontrés par les personnes atteintes du syndrome de dysfonction non verbale pour la résolution de problèmes mathématiques.
Les déficits de ces capacités peuvent entraîner des problèmes de décodage des symboles, écrire et copier des nombres, séquençage et alignement approprié des numéros. La définition la plus largement acceptée du syndrome de dysfonction non verbale repose donc sur le déficit des compétences visuelles, spatiales, organisationnelles, tactiles, perspectives, psychomotrices et non-verbales de résolution de problèmes, selon Forrest. On pense également que ces déficits coexistent avec des forces dans l'apprentissage verbal par cœur, l'appariement phonème-graphème, la production verbale et la classification verbale. Comme c'est le cas pour les compétences en mathématiques, la recherche à ce jour ne nous donne pas une image claire de la prévalence des psychopathologies intériorisées chez les enfants considérés comme ayant le syndrome de dysfonction non verbale ou de la relation de leurs capacités cognitives et la psychopathologie intériorisée. Finalement, les neurosciences nous enseignent que le syndrome de dysfonction non verbale toucherait l'hémisphère droit du cerveau. On compare le syndrome de dysfonction non verbale au syndrome d'Asperger, même si ces deux syndromes sont d'origine bien différente. Le syndrome de dysfonction non verbale touche principalement l'interprétation visio-spatiale, causant des difficultés en mathématiques et dans l'interprétation du langage non verbal, touchant leur compréhension du sens de l'humour des autres autour d'eux. Pour faire un retour sur le petit Allen, malgré son syndrome de dysfonction non verbale, il a une bonne capacité à s'exprimer sur sa passion des dinosaures, et son directeur le décrit comme étant une personne sensible et articulée. Cela démontre que même avec ce type de syndrome, il est possible de développer des passions et des relations sociales. Bref, malgré le fait que chaque personne est différente, il y a toujours de l'espoir. Accompagné de patience, de sensibilité, de considération, d'encouragement, d'implication, de tolérance et surtout d'être rassurant pour la personne.